Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour le président Bandakani, les propos irrespectueux tenus par Emmanuel Macron contre le Cameroun remettent sur la table les relations entre la France et l'Afrique en général. Et entre la France et le Cameroun en particulier. Comment Emmanuel Macron peut refuser de rencontrer un gilet jaune français pour s'intéresser à un activiste d'origine malienne et casseur d'ambassade? C'est ce paradoxe qui va orienter de bout en bout l'analyse du président Bandakani. Écoutons maintenant le décryptage du président Bandakani sur les déclarations du président français. Écoutons. Président Bandakani, on ne vous a pas encore écouté ici sur les plateaux en ce qui concerne cette sortie du président français Emmanuel Macron. On va donc revenir là-dessus avec vous avant de rentrer au fur et à mesure, en tout cas, sur faire le tour de cette actualité. Alors, peut-être déjà comme ça, votre avis donc sur les déclarations du président Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le soleil, Emmanuel Asiki? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La sortie de ce monsieur remet sur la table les relations entre l'Afrique en général, et le Cameroun en particulier, et la France. Marqué du saut historique, bientôt séculaire, du saut de l'impérialisme. Nous sommes là en face, n'est-ce pas, une fois de plus, d'une manifestation de l'impérialisme dans sa dimension globale. C'est-à-dire que c'est la continuité de cette vieille relation de servitude qui nous a été imposée par l'Occident en général et par la France en particulier dans sa relation avec le Cameroun. Ce qui m'intéresse dans ça, c'est que ça pose sur la table, c'est qu'une fois de plus, nous on dit depuis très longtemps que malgré les fanfaronnades et l'hypocrisie de M. Macron qui fait croire que lui n'est pas une génération, il n'appartient pas à la génération de la colonisation, il est décomplexé, nous voyons qu'il est en plein dans la continuité coloniale, il est en plein dans la dynamique impérialiste, il est en plein dans le projet de recolonisation du continent africain et du Cameroun. Ça c'est pour poser le débat. Mais de manière plus personnelle, en revenant à ce qu'on pourrait appeler l'équation personnelle des dirigeants français. Pour bien comprendre ce qui se passe avec M. Macron, il faut mettre sur la table une réalité qui se passe en France depuis bientôt une trentaine d'années. Et c'est un peu comme ça dans les pays européens aussi. Et même en Afrique dans une certaine mesure. Il y a ce que j'appelle l'ensauvagement de la fonction présidentielle dans certains pays de la France. C'est-à-dire que c'est quoi l'ensauvagement? Ça s'est aggravé, c'est-à-dire que de plus en plus, à la tête des États, à la tête de la France, vous avez des personnages extrêmement brutaux. C'est-à-dire des personnages extrêmement pulsionnels. C'est-à-dire qui réagissent comme s'ils, permettez-moi, ils ne maîtrisaient pas leur morale, leurs instincts et l'impulsion, pour rester poli. C'est-à-dire, quelqu'un dirait, sur le tour au quartier, qu'on a l'impression qu'ils fument du chanvre. C'est-à-dire qu'ils se drôlent. Ils n'ont aucun contrôle, n'est-ce pas, sur leur mentalité. Alors ça a commencé en Europe depuis Berlusconi. Et ça continue en France avec Sarkozy. Et maintenant, on est en train d'arriver à un autre niveau avec ce monsieur que vous appelez le chef de l'État, le président français. Vous voyez, Sarkozy, ces gens ont l'habitude de fréquenter des terroristes. Et ce président François a pour l'habitude d'être en contact avec des gens infréquentables. Lorsque on vivait dans une époque où la morale avait encore un sens. Mais aujourd'hui, de nos jours, les présidents français, pour le citer que, traitent, collaborent, ont pour amis des gens normalement infréquentables. Et il faut comprendre pourquoi. Vous prenez Sarkozy, vous prenez le cas de Amédi Coulibaly. Amédi Coulibaly, c'est quelqu'un qui avait été invité à l'Élysée dans le cadre d'un forum sur l'emploi. Et Sarkozy l'avait reçu, l'avait salué. Quelques temps après, c'est lui qui était dans l'attentat de Charlie Hebdo. Vous vous souvenez? Tout à fait. Et il a été tué, alors qu'on aurait pu l'interpeller, le juger comme ils disent, d'après leur prétendue démocratie. Mais il a été attrapé, on l'a tué, on l'a abattu. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que quelqu'un qui est un terroriste, comment vous expliquez qu'il y avait 5 mois, 6 mois, il était reçu à l'Élysée par le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy.
dans le cadre d'un forum pour l'emploi. Alors que le sommet de l'Élysée n'a pas organisé un forum sur l'emploi. Il y a tellement de structures en France, tellement, qui s'occupent des affaires liées à l'emploi. Vous avez plusieurs structures. Et je ne parle pas du ministère. Mais qu'est-ce qu'il y avait à faire juste à ce que M. Sarkozy reçoive Amédi Coulibaly au forum de l'emploi et le reçoive tête à tête, le salue et cause. Pourquoi après ce monsieur se retrouve 6 mois après en tête de l'attentat de Charlie Hebdo? On vous dit que les services français sont très sophistiqués, sont des services parfaitement compétents, maîtrisés. Ils ont des fiches. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors quand je dis ça, vous allez comprendre le lien qu'ils sont en train de faire avec la sortie de M. Macron. Madame Magnola, vous pouvez m'expliquer comment est-ce qu'un individu qui aujourd'hui est pratiquement devant la justice française pour avoir saqué l'ambassade du Cameroun. Vous me dites comment ce monsieur se retrouve devant ce que vous appelez le président français. Il est devant lui, mais plus grave, avec une telle facilité, désinvoltante, si on met ça en rapport avec le français de souche, le gilet jaune, qui lui voulait rencontrer le président, mais il a été conduit brutalement. Et les informations nous disent que ce monsieur, gilet jaune, il est à l'hôpital. Tellement les forces de sécurité l'ont pratiquement massacré. Mais dites-moi comment est-ce que le gilet jaune français peut être empêché d'être reçu par le président et que subistement un individu, n'est-ce pas, qu'on présente comme un activiste camerounais, n'est-ce pas, débarque, le boulevard est ouvert, il parle avec le président. Des questions diplomatiques. Je dis bien, des questions diplomatiques. Plus grave, le monsieur a une proximité avec le président, avec celui que vous appelez le président français. Il a une proximité extraordinaire puisqu'il dit que je vous ai écrit, vous m'avez répondu. C'est-à-dire, il y a des relations épistolaires. C'est-à-dire, ils s'écrivent et ils échangent des courriers. Donc, ce monsieur dont on parle là a un passé. Il était dans Boko Haram. Son nom que j'ai de la peine à prononcer, n'est-ce pas, provient de son amour pour un type d'arme. D'où son pseudonyme. Il était à Boko Haram. Dites-moi comment un type qui a un tel passé, qui aujourd'hui est à la tête de ceux qui ont sacré l'ambassade du Cameroun, en attendant que les enquêtes aboutissent. D'abord, un de ses complices a déjà avoué, n'est-ce pas, qu'il était à tête de la manifestation. Dites-moi comment un monsieur comme ça peut se retrouver devant ce que vous appelez le président français pour discuter des questions diplomatiques. On est là. Pour comprendre ça, revenons dans une tradition française. Parce que moi, je suis là pour argumenter. Il y a une tradition de l'État français qui est une tradition de criminalité, de banditisme d'État, d'assassinat d'État. Parce que quand on parle de massacre de Darfour, ça me fait rire. L'autre jour, normalement, il y a quelqu'un qui a massacré combien de personnes? Une dizaine de personnes, n'est-ce pas? Tout à fait, une dizaine. Vous avez entendu Amnesty International, vous avez entendu une ONG parler de ça. Voilà un massacre. Mais on veut parler de... Tout à l'heure, on reviendra sur Gabou. Lorsque la France est acculée dans la crise ivoirienne, je crois qu'on est en 2010-2011, je crois. Les Français tuent 9 de leurs soldats, 9, Manuela, et mettent ça sur la tête de M. Gbagbo. Pourquoi? Parce que le président Gbagbo avait acquis des succoles de très, très performants qui devaient anéantir la rébellion qui était l'enfant chéri de la France. C'est la France qui a créé la rébellion ivoirienne. Aujourd'hui, c'est établi, il n'y a plus de débat dessus. Lorsque les Français se sont rendus compte que, avec le succol que M. Gbagbo avait acquis, il allait anéantir la rébellion, les Français ont tué 9 de leurs soldats pour aller détruire les succoles. Imaginez-vous, c'est-à-dire, on tue 9 soldats. Maintenant, c'est qu'au lieu de faire une enquête, d'établir la vérité, d'après leur principe de civiliser, comme ils disent, la réaction française, c'était Chirac qui était président à l'époque, était d'aller bombarder directement les sous-cols pour protéger la rébellion. Alors nous parlons. Les familles des 9 soldats ont fait des enquêtes, ont même retrouvé les pilotes biélorusses. Tous les éléments indiquent que c'est la France qui a... Qu'est-ce que la France fait? Secret défense. Pour protéger Mme Alliot Marie et M. Dominique de Villepin, secret défense. Madame Mandela. Oui. Ils ont tué 9 de leurs soldats. Vous prenez le cas de Bachar el-Assad. Il y a quelques années, vous vous souvenez,
on a accusé M. Bachar de bombarder son peuple à l'arme chimique. Vous vous souvenez? Tout à fait, oui. Ok. On a dit on lance une enquête internationale. L'agence, ma chaîne atomique de l'agence internationale pour l'énergie atomique, on essaie de lancer une enquête pour aller étudier cette affaire. Dès que l'enquête est lancée, M. Macron fait une sortie pour dire c'est Bachar qui a tué. Oh, Mme Manuela Siké, jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous avez les résultats de cette commission internationale qui devait enquêter? Non, elle n'a jamais fait de résultats. Entre-temps, les enquêtes ont établi que c'était les traces conduisent vers la France qui serait derrière, n'est-ce pas, cette bombe, comment on appelle ça, ce bombardement chimique pour mettre sur la tête de M. Bachar el-Assad. Jusqu'aujourd'hui, pourquoi l'enquête internationale n'a pas abouti? Qu'est-ce qui empêche cette communauté internationale de publier au monde entier les preuves de l'enquête démontrant que Bachar, qu'on accusait à l'époque d'avoir gazé son peuple, n'est-ce pas, en était réellement le responsable. Je suis en train de vous démontrer cette tradition de criminalité. Manuela Siké. Vous prenez le rôle, vous prenez au Burkina Faso. Tout le monde entier a vu comment le Burkina Faso a été transformé comme base arrière de la rébellion ivoirienne, n'est-ce pas? Parrainé par la France. Les dominiques de Villepin ne se cachaient même pas. Les rebelles étaient reçus à Paris, étaient parrainés par la France. Au point où aujourd'hui, M. Compaoré, quand il tombe de son pouvoir, il est recueilli en Côte d'Ivoire, et d'abord il est extirpé par la France, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il est ivoirien. C'est-à-dire, il a acquis la nationalité ivoirienne. Et je ne sais pas ce qui est en train de se passer actuellement au Burkina Faso. Donc, Manuela Siké, dites-moi, quand vous regardez cette tradition-là, vous comprenez ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. Pour comprendre pourquoi un chef d'État français, ce que vous appelez chef d'État français, peut admettre devant lui un activiste et parle avec lui du sort d'un pays, des questions diplomatiques, peu importe de savoir ce qu'il dit vrai ou pas, M. Macron, c'est pas le débat, mais qu'il le reçoive et que désormais ce monsieur soit élevé au niveau d'un interlocuteur diplomatique. Revenons maintenant, je veux vous dire. L'affaire de Gabon, qu'est-ce qui se passe? Madame Manuela Siké, l'armée camerounaise, sur la base d'informations recueillies, découvre qu'il y a une plateforme, un carrefour à Gabon, n'est-ce pas? Oui. Où la dernière base, parlons comme ça, la dernière base militaire des sécessionnistes, dirigée par Phil Marshall, c'est la bataille. Ils ont des armes sophistiquées. On infiltre, on suit. Ces gens sont lourdement armés. C'est une plateforme de ravitaillement sophistiquée. Alors on infiltre. Lorsque les gens se rendent compte, Manuela Siké, que on va attraper les armes, et si les armes sont arrêtées, sont attrapées, il y aura de la traçabilité, et on pourra remonter pour voir d'où viennent les armes. On bombarde, on fait exploser les fûts d'essence, tous ces consorts, et il y a ce que ils appellent massacre, et ils accusent directement, comme d'habitude, pour mettre le poisson dans l'eau, ils accusent directement l'État du Cameroun. Exactement comme ils ont fait avec M. Bachar el-Assad. C'est de cela qu'il s'agit, Manuela Siké. Dites-moi, regardez, faites le triangle. Ce monsieur-là, cet activiste-là, comment on l'appelle, il est dans le saccage des ambassades du Cameroun à l'étranger, Madame Manuela Siké. Vous revenez vers lui, il se retrouve au salon de l'agriculture. Vous remontez, il parle en direct avec le président français, M. Macron. Et nous révèle qu'ils ont des relations personnelles. Ils ont des relations personnelles, Madame Manuela Siké. Et vous revenez avec cette affaire que vous appelez la brigade, quoi là, la base. Oui. Ou qui est établi aujourd'hui que, n'est-ce pas, cette brigade aujourd'hui, c'est désormais établi, est parrainée par la France. C'est désormais établi, c'est établi. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé avec cet activiste. Ceux qui découvrent ça, c'est leur problème. Nous savons ça depuis. Mais aujourd'hui, nous sommes contents de voir qu'il y a désormais la preuve que c'est la France, c'est l'État français à un niveau très élevé qui parraine, n'est-ce pas, cette organisation. Les choses sont désormais claires pour tout le monde. Donc je voudrais vous dire que regardez très bien ce qui est en train de se passer. Ce triangle-là, observez, ouvrez les yeux. Vous me dites comment on peut expliquer, c'est-à-dire au monde entier, cette sortie soi-disant spontanée de M. Macron avec cet activiste. S'il n'est pas question de refaire ce qu'on a fait avec M. Bachar el-Assad, c'est-à-dire casser un scandale dans
tuer un scandale dans le Madame Mandela Séké. Vous vous rappelez la dernière fois, au début de Boko Haram ici, vous étiez ici, je pense. Au plus fort de Boko Haram, on a attrapé les soldats français au nord du Cameroun. Vous vous rappelez? Ça a failli créer, c'est-à-dire une des plus grandes casses diplomatiques dans le Cameroun et la France. Il a fallu que M. Hollande de Yaoundé, pour négocier une sortie honorable par rapport à cette affaire Madame Mandela Séké. On a attrapé les soldats français au Mali. Tout le monde a vu. Aujourd'hui, pour empêcher, n'est-ce pas, que le monde entier voit le rôle que la France joue désormais dans cette crise, M. Macron a anticipé pour tuer dans l'œuf ce scandale, pour faire la diversion, pour que les vraies questions soient mises sur la table. Le rapport de la France avec la base, le rapport de la France avec certains activistes qui attaquent le Cameroun matin, midi, soir et portent atteinte à l'intégrité physique de son dirigeant quand il est à l'extérieur. C'est ce scandale-là que M. Macron veut noyer. C'est la seule explication à ce que ce prétendu activiste qui désormais s'est établi n'est même pas camerounais en passant, c'est ça qui explique cette relation privilégiée, n'est-ce pas, qu'il a avec le chef de l'État, avec ce que vous appelez le président français. Donc, c'est pour dire quoi? Je ne vais pas m'étendre sur ça parce que nous avons tout démonté ici à Afrique Média. Vous êtes là devant une phase supérieure de la guerre, de la guerre plus que cinquantenaire, bientôt centenaire, qui oppose la France au Cameroun. Vous n'avez pas citer les pays africains. Cette guerre a pris une nouvelle dimension et épouse les formes de notre temps, c'est-à-dire épouse les contours que les impérialistes occidentaux en général et français en particulier donnent désormais leur stratégie, n'est-ce pas, pour coloniser les pays africains. Utiliser des barbouzes, c'est vieux comme le monde, les barbouzes. Mais la manière aujourd'hui de les utiliser, en les appelant activistes, pour inventer des nouveaux types de diplomatie, mais qui sont nouveaux pour la nouvelle génération, mais qui sont aussi vieux que le monde, qui ne relèvent que du banditisme d'État, du brigandage d'État et de cette et qui trahissent, n'est-ce pas, la panique générale qui s'est emparée de l'Occident et de la France en particulier, quant à ce que le monde est en train de se désoccidentaliser. C'est toi moi qui le dis. Il y a eu un colloque dernièrement à Munich en Allemagne. Oui. Et c'est de quoi le titre et la fin. L'Occident est en train de perdre son rang dans le monde. L'Occident est en déclin. Ce sont les Européens qui ont fait ce colloque. Quelques instants avant ça, M. Macron, parlant à la discours annuel aux ambassadeurs, a dit lui-même que l'Occident est en déclin. Le monde est en train de se désoccidentaliser. Il faut que les Occidentaux se réveillent parce que le monde qui est en train de se construire se fera avec l'Occident qui va être comme d'autres pays, d'autres États dans le monde. Donc, on est là, c'est que vous ne pouvez pas me répéter, devant la manifestation de l'impérialisme global. Aujourd'hui, c'est le cas de la France et du Cameroun. Je terminerai en disant simplement que, il ne faut pas être naïf, la France est dans une sous-traitance, n'est-ce pas, et dans la sous-traitance avec les Américains, pour ce qui concerne la crise du Nouveau. Merci à vous, Président Badakani. Justement, on va aller au standard, mais on reviendra pour poursuivre, parce que là, vous abordez un autre pan, justement, de l'interrogation aussi, en ce qui concerne, entre autres, les forces qui seraient, en tout cas selon les analystes, d'être cachées derrière ce qui se passe aujourd'hui du côté de Cameroun. Mais on va également mettre en parallèle les arguments qui sont donc énoncés par l'autre partie, si on peut le dire comme ça, en ce qui concerne ces événements. Alors on va au standard. Monsieur Eddy, vous nous appelez de la France. Bonsoir. Bonjour Manuela Siké, bonjour au président Badakani. Bon retour parmi nous parce que vous nous avez énormément manqué. Je voulais participer à cette émission suite à l'exposé du président Badakani et apporter un peu ma contribution. Voilà, lorsque on regarde la situation actuelle en Afrique, on regarde un peu l'agitation de la France de tutelle vis-à-vis de ses présidents du centre carré, je cite, surtout celui de l'Afrique centrale, Idriss Déby, M. Sassou Nguesso, M. Obiang et M. Ali Bongo
et surtout, je dis bien une attention très particulière sur le président Paul Biya. Pourquoi? Lorsqu'on regarde un peu la géopolitique mondiale, ce qui se passe aujourd'hui, le fait que les puissances occidentales d'autrefois qui formaient un bloc solidaire lorsqu'il y a eu l'effondrement du mur de Berlin et lorsque l'URSS a explosé en sous-État, il y a eu je pourrais dire une influence géostratégique des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France sur le monde entier. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que la tutelle, j'appelle la tutelle notre tutrice, la France. Jusque-là, on n'est pas encore quitté de là, parce que pour moi, j'estime, si M. Banankani écoute bien ce que je dis, lorsque quelqu'un a une adresse che, ou en Europe, comme on dit ici, je suis che quelqu'un, ou che une association, ou che telle ou telle personne, elle n'est pas libre. Ça veut dire, je suis libre si je veux, de regarder ton courrier et voir si ton courrier peut être compromettant ou si je sens que tu vas dans une évolution, je peux le cacher ou je peux carrément le renvoyer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les pays du précaré français. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça veut dire que nous devons prendre nos responsabilités et ne pas avoir peur. Nous devons réagir à l'image de ce que le monde même nous présente, à savoir la Syrie, où le président Bachar, après toutes les menaces qu'il a reçues de la part du groupe que j'appelle le G3, Grande-Bretagne, France, États-Unis, a pu tenir le coup en s'alliant avec un partenaire fiable qui est la Russie et un autre partenaire financier qui est la Chine. Aujourd'hui, on constate l'échec total de cette puissance sur la Syrie. Pour la simple raison que, avec toutes ces guerres hybrides qu'ils ont menées par interposition avec la Turquie, pardon, avec Al-Nosra, avec tous ces rebelles qui ont été reçus sur tapis rouge à l'Élysée, qui avaient déjà constitué un gouvernement provisoire parce qu'on leur avait dit que Bachar allait partir. Quelques semaines plus tard, on a même vu des pré-résolutions qui avaient été prises par François Hollande, selon lesquelles il faut absolument les frappes en Syrie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose qu'ils ont fait au Cameroun, ils ont créé une espèce de film, je peux dire ça ainsi, que Bachar aurait utilisé des armes chimiques contre son peuple, donc c'est un crime contre l'humanité, il faut qu'on descende pour l'éliminer. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de vivre cela. Mais qu'est-ce que nous faisons? On ne peut rien faire. Pourquoi? Pour la simple raison que ce même impérialiste a utilisé ses moyens mainstream pour détourner une partie des Camerounais sur le problème clé qui nous concerne. Moi, je ne veux même pas regarder le petit buzz qu'a occasionné ce jeune homme-là, à Paris. Non, ça, ce n'est qu'une goutte d'eau dans un vase. Mais plutôt l'attitude même de ces soi-disant groupes de soutien de tel ou tel parti, pour lequel la présidence de la République reste silencieuse. Bon, je pense qu'il faut il faut opter pour la fermeté, un peu comme Bachar el-Assad l'avait fait en Syrie, ne pas avoir peur, chercher le bon allié, chercher le bon partenaire économique, chercher le bon partenaire, je pourrais dire, militaire, afin que nous puissions également être respectés. Aujourd'hui, l'Union européenne... Merci à vous, Monsieur Eddy. Merci beaucoup pour cette intervention. On reste au standard avec Monsieur Daniel depuis la ville de Douala. Bonsoir. Je dis bonsoir également à mon président, le président Bandakani. Ça fait longtemps, je suis content de le voir, ce grand homme. Je veux, comme ça, dire également bonsoir à Madame Pinker des États-Unis, bonsoir à Madame Émilie de l'Allemagne et bonsoir également à mon frère Marco. Je me souviens toujours que le président Bandakani avait souvent toujours dit ici là que lorsqu'un chef d'État ne travaille pas pour son peuple, il est beaucoup aimé par les présidents occidentaux. Et lorsqu'un chef d'État africain travaille déjà pour son peuple, il est haï partout, il est détesté partout. Et c'est ce qui se passe actuellement avec le chef de l'État camerounais. Le président Paul Biya est un autre dur entre les mains de ces gens-là. C'est un autre dur. Le seul problème est que
le président Biya a décidé de travailler pour son peuple. Il a décidé de léguer toutes les richesses aux Camerounais après son départ. Que après son départ, que le Cameroun soit libre et souverain. Et il est en train de combattre, c'est le combat qu'il est en train de mener ces derniers temps. C'est le combat qu'il est en train de mener ces derniers temps. Je vous dis, président Bakani, on a reçu récemment une information. Et c'est une information qui est grave. Je veux le dire en ce moment. Je ne sais pas si vous connaissez l'ancien président du Panama de l'époque, 88-89, le président Noriega. Le président Noriega avait été enlevé par les Américains. À l'époque, les Américains ont inventé des choses sur lui. Alors que, avant ça, c'était l'allié des Américains. Mais puisqu'à un moment donné, il ne répondait plus aux aspirations des Américains, on a inventé des choses sur lui. Ils ont fait une invention, une invasion au Panama. Ils l'ont enlevé, ils l'ont kidnappé et ils l'ont amené là-bas en Amérique pour le juger. À ce moment, on a appris qu'ils sont en train de se préparer pour kidnapper le président Biya. Président, je vous le dis, ils veulent le kidnapper. Nous avons les informations sur ça, président Banakani. Ils veulent kidnapper le président Biya pour l'amener aux États-Unis. Et ne perdez pas de vue que ce que la France fait, les Américains sont derrière. Ne perdez pas ça de vue. Si vous perdez de vue que les Américains sont éloignés, ça veut dire que vous mentez. Je dis que les Américains sont derrière. Les Américains sont derrière. Ne perdez pas ça de vue. Ils veulent kidnapper le président Biya et l'amener là-bas. Mais je vous assure qu'on ne va pas se laisser faire, Madame Siki. On ne va pas se laisser faire. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie. On va se battre. Parce que le Cameroun qui appartient à tout le monde. Le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Les ambassadeurs qui tuent les gens au nord-ouest et au sud-ouest, qui les logent, qui les hébergent, ils sont hébergés aux États-Unis, d'autres en Norvège, à Bruxelles, et qui fabriquent, certains même fabriquent les faux treillis de nos militaires depuis Bruxelles. On est informé, ils fabriquent les faux tenues militaires et ils envoient ça là-bas au nord-ouest. N'est-ce pas? Et quand il y en a porté ça, ils se mettent à tuer, on commence à accuser nos armées, alors que ce sont les ambassadeurs qui les portent. On est au courant de ça. Mais je vous dis qu'on ne va pas faire les faits, on va se battre. La Human Rights Watch qui écrit des bêtises, les bêtises et les bêtises, ils sachent une chose. Or, ils vont nous trouver sur les chemins. Ils vont marcher sur nos cadavres. Ils vont marcher sur nos cadavres avant de prendre le Cameroun. Eux et leurs sophis, eux et leurs complices en interne, ils vont nous trouver sur les chemins. On ne va pas se laisser faire. Il y a un monsieur ce matin à ligne rouge qui a dit que il y a au moins 7 ministres qui sont déjà prêts pour aller à la CPI et tout, mais je voudrais lui dire que, mais il parle de ces militaires, de ces ministres qui ont fait que, mais il fallait aussi qu'ils disent que même ceux qui meurent en route, ils devaient aussi... Voilà, merci à vous, Monsieur Daniel. On est obligé de reprendre l'antenne parce qu'on va prendre d'autres téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir appelé. Monsieur Zefak depuis Montréal, bonsoir. Monsieur Zefak, oui, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci à Afrique Média, merci Manila. Bonsoir appuyé au président Bandakani, c'est Zefak depuis Montréal. Content d'être à l'antenne aujourd'hui. Et je vais dire... Atlas, enfin, ces derniers jours, c'était très difficile. Mais ce n'est qu'un plaisir parce que c'est difficile. Ça nous fait plaisir parce que ça veut dire que les appelants sont de plus en plus nombreux et les débats sont de plus en plus houleux. En tout cas, ce sujet-là, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Que les Africains ou que les Camerounais, vu qu'on parle du Cameroun, mais on parle aussi de l'Afrique, que les Africains aient l'esprit ouvert. Je nous en prie, nous les Africains, enlevons les œillères que nous avons. L'éducation que nous avons eue nous a bridés. Je le dis, en tout cas, j'ai fait l'expérience personnelle sur moi-même. Comment nous pouvons enlever les œillères que nous avons? C'est de sortir le nez des livres, je dirais des livres classiques,
qu'on a eu à nous, qu'on a eu à utiliser pour nous brider l'esprit, justement. Sortons le nez des livres ordinaires. Mettons le nez dans des livres de Kwame Nkrumah, des livres de Sankara. Et là, quand on parle comme ça, les Africains disent oui, on a lu. Non, vous avez lu, vous n'avez pas compris. Relisez 3, 4 fois les livres de Kwame Nkrumah, les livres de Sankara, les livres les écrits de Lumumba, de Kizerbo, lisez le conscientisme, lisez Cheikh Anta Diop, mais pas avec les yeux des Occidentaux, s'il vous plaît. Lisez cela avec les yeux des Africains. Retournez lire l'histoire de l'Afrique vraiment à tête reposée. Ne dites pas, parce que je redis encore, les Africains disent en général, non, oui, on a lu, on sait ce qu'il y a dedans. Faites attention, vous avez lu, mais vous n'avez pas compris. Je ne me moque de personne, j'attire juste l'attention que nous devons, nous tous, en tant qu'Africains, refaire notre propre éducation. Je nous en prie. Il est vraiment hilarant d'écouter des Africains appeler les Occidentaux, et dans le cas actuel, le président français, à venir, à le féliciter pour ce qu'il a fait. J'ai entendu Bouba, j'aime Bouba, il le sait, mais quand nous entendons des Africains, des Camerounais dire qu'ils félicitent Macron, non, nous avons tous des problèmes avec le gouvernement en place. Nous avons tous un macabo, comme on dit, avec Paul Biya et avec les ministres. Mais de grâce, lorsqu'ils sont attaqués, protégeons-les. Puis là, on va dire, oui, mais si on les protège, ça fait quand même qu'ils continuent de nous taper sur les ongles. Je préfère qu'ils nous tapent sur les ongles parce que les autres vont couper nos têtes. Nous avons des exemples. Je dis à mon ami qui vient d'appeler tout à l'heure, soyons positifs en fait. Quand je demande, parce que je dis que je suis moi personnellement un exemple de ce, j'ai fait l'expérience, lisons d'autres livres qui n'ont rien à voir avec la culture occidentale, s'il vous plaît. Et ne pensons pas que les Occidentaux ont philosophé. Ils n'ont philosophé. C'est l'Afrique qui sait faire philosophie. Ce sont les Africains qui ont philosophé. Mon frère tout à l'heure qui a appelé disait les Occidentaux vont marcher sur notre cadavre pour atteindre Biya. Non, je dis non, soyons positifs. Nous allons marcher sur leur cadavre s'ils viennent nous attaquer. C'est dans ce sens que vous devez parler. Parce que lorsque nous disons que quelqu'un va marcher sur notre cadavre, nous sommes déjà en position de faiblesse. Nous sommes déjà des perdants de cette guerre-là. Non. Soyons positifs. Nous allons marcher sur leur cadavre s'ils viennent nous attaquer. Mettons-nous tous derrière nos présidents lorsqu'ils sont attaqués. Moi, je n'ai rien à voir avec le gouvernement en place. Mais je dois dire que j'ai grandi au Cameroun, donc c'est le gouvernement Biya qui m'a donné. Merci à vous, monsieur Zefak depuis Montréal. On va rester au standard avec vous, Patrick Kwangam. Bonsoir. Ok, on a perdu monsieur Patrick. Monsieur Sankara, bonsoir. Bonsoir, madame Manuela Siké. Bonsoir, monsieur Bandakani. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Vraiment, le sujet de ce soir, madame, ça fait plusieurs jours, j'essaie d'appeler, mais ça passe pas. Dieu merci que ça a passé aujourd'hui. Bon, moi, mon opinion sur cette situation, la sortie de Emmanuel Macron, le président français, vraiment, si, en tant qu'un Africain, je me sens un peu offensé par le propos du chef de l'État français. Le lieu même n'est pas approprié, dans la diplomatie, le lieu même n'était pas approprié. Et puis les termes qui ont été utilisés par le président français dans la diplomatie, ça ne se fait pas, c'est inacceptable. Voilà, merci également à vous, monsieur Sankara. Peut-être avant de poursuivre avec notre sujet, du moins on poursuit, mais peut-être une réaction, président, par rapport aux intervenants. Manuel, il y a un débat que je ne fais plus. Nous avons passé 10 ans ici à expliquer des choses, je ne reviens pas dessus. Les Africains qui pensent que la France et les Occidentaux vont leur libérer, c'est leur choix. Ils assumeront devant l'histoire.
Donc il y a le débat que je ne ferai plus. Si quelqu'un dit que la France est un État puissant, oui, c'est une chance pour l'Afrique. C'est son droit le plus absolu. Ils continuent à réfléchir comme ça. C'est leur problème. Les camps sont désormais clairs au Cameroun. Moi j'aime ça. Les camps sont clairs. Tout le monde, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que nous savons aujourd'hui, désormais, que ce que vous appelez MRC, la base, tout ça qu'on sort, ce sont les instruments de la France. Désormais, le débat est clos. J'ai posé une question ici, qu'on me dise comment celui qu'on appelle activiste s'est retrouvé devant M. Macron en train de discuter des affaires de la diplomatie. C'est tout qu'on répond à ça. Qu'on répond à cette question simplement. Comment il s'est retrouvé là alors qu'un gilet jaune qui voulait parler à son président a subi le sort que tout le monde sait dans la manière de la cité. Et qu'on remette ça en rapport avec tous les faits que j'ai donnés. Dans la vie, à un moment donné, les échanges ne suffisent pas, ne servent plus à rien, madame la cité. Mais les batailles doivent se mener. Qui gagne, gagnera. Aussi simple que ça. Les gens ont les yeux ouverts, ils ne voient pas. Qu'est-ce qu'il y a encore à démontrer à un Africain? Qu'est-ce qu'il y a encore à démontrer? Aujourd'hui, les Africains, les Camerounais, vont se cacher sur le parapluie français pour prétendre dire qu'ils veulent libérer leur pays. Et ils parlent même ici à Afrique Média, vous leur donnez des plateaux, ils expliquent, ils disent que ça fait rire dans le monde entier. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Si on estime que le président Biya, ce qui fait mauvais, ok, c'est mauvais, il est le chef de la France, d'accord. Et vous, alors, vous qui voulez changer le Cameroun, vous êtes quoi? Vous êtes les partenaires de la France. Le président Biya, moi, si on parlait de lui, par rapport à son histoire, mais il a des circonstances extrêmement atténuantes, si on veut rentrer à ce niveau-là, pour descendre à ce niveau de débat. À leur époque, il n'y avait que la France. C'était la colonisation, on est arrivé ici, on les a imposé le système, on les a pris de force, on les a imposé ça. Mais maintenant c'est qu'au XXIe siècle, des gens vont demander, ils vont dire à la France, colonise-nous. Parce qu'on veut renverser un supposé dictateur. Vous voulez qu'il y ait combien de débats sur ça ici? Moi j'ai plus le temps à faire. C'est ça comme je suis de plus en plus là sur les plateaux. Il y a des débats qu'on ne doit plus faire. Moi, il faut plus déjà le débat. Si les Africains aujourd'hui veulent changer les lois de l'histoire en faisant croire que le bourreau libère l'opprimé, ça fait sourire. Vous voulez, qu'est-ce qu'on va expliquer aux gens? Que si tu penses à prendre, c'est de la stratégie, c'est de la tactique, c'est du n'importe. Qu'est-ce qu'on va expliquer aux gens? Président, peut-être pour vous relancer, qu'est-ce que j'essaie de bien formuler, je vais bien formuler, peut-être qu'est-ce que vous proposez lorsque aujourd'hui, de toutes les façons, on a eu l'avis de certains opposants ou encore certains membres justement entre autres la base qui ont donné leur argument parce qu'on ne saurait mettre cela de côté. Ils sont également des Camerounais. Donc, je veux simplement vous demander, parce que pour eux, voilà, ils sont opprimés et ils sont peut-être obligés de se rapprocher, voilà, de ces puissances-là, peut-être pour intervenir et voilà, trouver. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire, président? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun n'est pas divisé, président? Divisé par qui? Mais on assume cette division. Est-ce que ces personnes ne comptent pas? Ils ont fait leur choix, ils assument. Ils assument. Moi, je ne peux pas discuter avec les gens qui estiment que c'est la France qui va nous libérer. Vous voulez qu'on discute quoi? Vous voulez qu'on discute quoi? Le Cameroun n'est pas le premier pays à faire face à ce genre de choses. Les gens ne rien là. Les gens vous disent qu'ils sont des panafricanistes, ils dénoncent ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire, en Libye, au Mali et comme ça. Qu'est-ce que c'est le nouveau Cameroun? C'est pas le même scénario? C'est le même scénario. Vous voulez que Kadhafi explique quoi? Ce que vous voulez le renverser. Même s'il avait fait tous les arguments du monde, ils auraient compris. C'est maintenant qu'à la Libye comme ça qu'ils comprennent. Mais ça ne dérange pas ceux qui étaient instrumentalisés par les Occidentaux pour détruire leur pays. C'est un choix. Comme les côtés, ils sont des Camerounais. Oui, ils sont Camerounais sous la forme. Être Camerounais, c'est pas seulement dire qu'on est au Cameroun. Être Camerounais, c'est comprendre le Cameroun, comprendre sa vocation dans le monde, assumer ce qu'on appelle vraiment l'histoire du Cameroun. Donc, alors, lorsque des gens... Qu'est-ce qu'on veut défendre maintenant? Quand des gens font ce qu'on voit là, c'est nouveau ça. On n'a pas fait ça en Côte d'Ivoire, on n'a pas fait ça au Mali, on n'a pas fait ça en LCA, on a fait ça au Burkina Faso. Ce sont des choix. Des gens n'aiment pas leur pays.
Les gens n'aiment pas leur pays, les gens arrivent en France, ils sont dans une situation, eux-mêmes ils vont en exil, ils s'exilent eux-mêmes, ils se retrouvent dans une situation compliquée, et les services secrets français les récupèrent. Et ils s'en servent. Je vais te montrer ici, fatigué depuis très longtemps. Mais dites-moi ce que ce monsieur fait devant M. Macron. Voilà la vraie question. Pourquoi vous voulez fuir ça? Dites-moi ce que ce monsieur fait devant M. Macron. Il fait quoi là? Si ce n'est pas ce qu'on tout le monde sait. Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai donné des exemples. Non? Il n'est pas le premier. Alors, quand l'impérialisme cible un pays, Manuel Azikiwe, c'est la même chose. J'ai lu ici, on a apporté ici la charge de l'impérialisme au nom de Manuel Azikiwe. On l'a pas apporté ici. Tout à fait. On a débattu sur ça pendant des mois, non? Mais c'est ça qu'on est en train de mettre sur pied. Voilà ce qui se met sur pied au Cameroun. C'est ça. On est en train de dérouler ça. Vous aurez toujours des Africains qui vont travailler contre l'Afrique. C'est aussi vieux que le monde. Ça ne sert à rien de chercher à les convertir. Parlez comme vous voulez, ils ne comprendront pas. Ce sont les luttes historiques qui règlent ce genre de choses. Une génération vient, même son combat il s'en va, passe le flambeau à d'autres. Nous sommes dans la tradition de ceux qui nous ont précédés. On va expliquer aux gens que c'est-à-dire que cette servitude volontaire, c'est-à-dire on va s'offrir aux Français comme des esclaves. On va expliquer ça parce qu'on veut changer le Cameroun de quoi? Les qui veulent changer le Cameroun? Vous voulez qu'on parle de cela? Non. On se connaît tous. On parle de quoi? Changer quoi? Changer quoi? Alors, des gens ferment les yeux. Une crise anglophone est là devant vous. On dit crise anglophone. Ça vient le fonds de commerce. Même les leaders anglophones là, à l'étranger, ils ont dit qu'ils ne se reconnaissent pas à travers ces gens. Ils ont déjà dit c'est fait. Allez-y, non. Ils ont fait des sorties officielles pour dire que les gens qui se servent de leur combat, comme font le commerce, ils ne sont pas avec eux. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Eux-mêmes l'ont dit. Alors, eux-mêmes l'ont dit. De quoi est-ce qu'on parle, Manuel Azikiwe? Donc, moi, j'ai dit, droit de l'homme, moi ça me fait rire. Parlons un peu de ça. Droit de l'homme. Manuel Azikiwe, je pense que c'est moi le cas des migrants africains. Vous croyez vraiment au droit de l'homme là? Vous êtes sérieux? Vous croyez à ces bêtises comme ça? Voilà les migrants africains. Quand ils sont en situation d'illégalité, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Maintenant, on les emballe comme du poisson. Vous avez vu les images? C'est celui qu'on a emballé. Bon, vous voyez, dès que vous n'avez pas de papier en France ou ailleurs dans un pays occidental, vous perdez tous vos droits. Bon, le fait d'être sans papier fait de vous un sous-homme. Et vous parlez de droit de l'homme. Amnesty parlait de ça. Je prends seulement ce cas. La situation des migrants. Vous qui parlez de droit de l'homme. Prenons seulement le cas des migrants, je laisse d'autres cas. Pour vous démontrer que c'est un mot pour les Africains. C'est un mot pour les Africains. Ça ne passe pas ailleurs. Les Français parlaient de droit de l'homme en Arabie Saoudite. On va appeler les dépanner. Quand ils vont là-bas, ils sont soirés, ils veulent le chèque. Il ne peut pas blanchir. Vous dites que monsieur, vous avez vu comment le prince, là, comment il s'appelle, Abdelaziz, là, ce qu'il a fait à l'opposant saoudien qui était à Washington. Mais vous l'avez vu comment, après qu'il ait fait ça, le président français était parmi les présidents qui couraient pour aller le saluer, parce qu'il va signer un chèque. Oh, mais arrêtez ça. Moi, il y a le débat que je ne fais plus en Afrique. Donc, pour dire quoi? J'ai posé une question simple ici. Je veux il faut répondre à ça. Qu'est-ce que ce monsieur faisait devant Macron? Voilà. J'ai dit, deuxièmement, ce monsieur est en justice. Il a permis que son président d'avoir depuis d'avoir saccagé l'ambassade du Cameroun. Est-ce que M. Macron ne le sait pas? Il ne le sait pas. Alors quand ce monsieur vous dit, je vous écris, donc ils ont des échanges épistolaires, ce sont des amis. Vous pouvez écrire à M. Macron pour le prendre. Hein? Vous pouvez il y a des grands dans ce monde qui ne peuvent pas écrire à M. Macron. Les Français même n'écrivent pas à M. Macron. Les Français n'arrivent même pas à lui parler. Depuis qu'il y a la crise en France, les gilets jaunes, je prends ce cas, il n'a reçu aucun. Vous le savez, non? Il n'a reçu aucun gilet jaune. Mais il reçoit cet activiste. Mon Dieu, vous ne comprenez pas? Tant pis pour vous. Vous êtes aveugle. Et le poste de musique. Je vous ai dit que la France fait toujours comme ça. On a accusé Bachar, moi je donne les arguments. On a accusé Bachar d'avoir bombardé son peuple avec des gaz chimiques. C'est un crime contre l'humanité. Les gens qui l'ont accusé, Manuel Azikiwe, dites-moi pourquoi ils ont arrêté la quête internationale. Pourquoi ils l'ont arrêté? C'est-à-dire que, et directement pendant que ça arrive, les Français sont jugés partis. M. Macron sort avant tout le monde et que c'est Bachar qui a porté l'embargo. Vous la quête internationale. Qui les a dit d'arrêter ça? Je vous ai dit que la sortie de M. Macron, c'est pour noyer le scandale qui devait surgir de cette affaire de Darbouz. C'est-à-dire que cette plateforme de ravitaillement
des sécessionnistes. Je vous dis, je vous l'appelle. Quand Boko Haram a commencé au Cameroun, à l'époque là, souvenez-vous très bien, Boko Haram c'était seulement le Nigeria, non? Tout à fait. Qui a créé la branche camerounaise de Boko Haram? C'était pas la France? C'était la France! C'était la France! On l'a démontré sur Afrique Média. Juste à ce qu'on prenne les soldats français et que M. Hollande vient négocier. On l'a démontré ici. On est en train de dire la France, sous-traitée avec les Américains, veut encore se cacher, veut venir créer sa part d'Ambazonie pour faire chanter le Cameroun. C'est sa tradition. Donc, on les a attrapés. Si on laissait ça, on attrapait les armes, on devait avoir des classes. Comme vous vous souvenez, lors de Boko Haram, tous les armes, ça conduisait à qui? Vous me regardez, les ministres sont venus ici, le ministre tchadien est venu ici. À Yaoundé, vous vous rappelez, non? Tout à fait. Il a parlé, il a dit, bien sûr. tous les armes là viennent de. Ce sont les armes françaises. Les armes françaises. Donc, quand on les a pris même dans le sac, et ils ont fait ce qu'ils font ailleurs. Ils ont organisé ce qu'ils appellent massacre des Gaboutes pour noyer le poisson dans l'eau et on sort du human rights pour distraire les gens. Mais vous voulez que moi je parle ici de human rights? Vous voulez que moi je me fasse, s'il n'y a pas de human rights? Moi je n'ai rien à faire. Peut-être occasion justement vous êtes sérieux? Peut-être un mot justement sur. Oui, il faut peut-être dire un mot sur ce rapport. Je vais revenir là-dessus. Manuela Siké. Vous avez suivi le député européen Lambert, Philippe Lambert. Oui, non, oui. Qui a interpellé M. Macron sur la liberté, tout à fait, l'égalité, la fraternité. Les Africains écoutent ça. C'est Brakani qui parle, c'est un blanc. C'est un député qui démontre qu'en France, les droits de l'homme sont violés matin, midi, soir. Et il démontre à ce monsieur qui donne les leçons au Cameroun que chez lui, les libertés reculent tous les jours. Il démontre qu'en termes d'égalité, M. Macron est le président des riches qui écrase les pauvres. Et en termes de fraternité, il a posé la question de la loi qu'on s'apprête à voter sur l'immigration. Parce que M. Macron veut contrer Marine Le Pen, il est bien même plus raciste qu'elle, à travers des lois qui font honte. On attache les gens aujourd'hui comme de colis dans les avions pour les faire entrer chez Emmanuel Siké. Et voilà celui qui est le porte-parole des révolutionnaires africains autoproclamés. Voilà le porte-parole, M. Macron. Donc M. Macron est le porte-parole des paysans révolutionnaires africains. Ils sont tellement contents, ils jubilent parce que M. Macron a interpellé Paul Biya. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'ils me font rire. Donc ils sont sérieux. Hein? Donc ils pensent que Macron veut renverser Paul Biya. C'est-à-dire ils sont sérieux. Donc c'est-à-dire ils pensent dans leur tête que M. Macron veut renverser Paul Biya. Ça me fait sourire. Ça fait pitié, madame. Regardez les djihadistes français. M. Hollande a avoué dans son livre. Il est bien dit, M. Hollande. Non, à un moment donné, je suis même venu ici. L'autre vraiment dit pourquoi? Hollande vient d'écrire, il a écrit son livre. Dans le livre, il reconnaît. Il reconnaît qu'ils ont armé, c'est eux qui ont armé les djihadistes français. On ne l'a pas dit ici. Tout à fait. Mais plus grave. Maintenant, quand ils ont échoué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sous-traité l'assassinat des djihadistes français, écoutez bien, par l'armée irakienne, par les soldats irakiens. Oh, c'est pas un massacre? Qui a vu ça? J'ai parlé de ça ici. Combien de djihadistes français a-t-on tué? Or, c'est leur État qui les a facilités, qui les a en Syrie pour libérer la Syrie de la tyrannie d'Assad. Maintenant, quand ça échoue, on les fait tuer tous. C'est un message aux apprentis révolutionnaires. Lorsque les intérêts d'État s'opposeront sur la table froidement, et que M. Macron, qui cherche les contrats au Cameroun, qui veut des matières premières, quand on va le lui donner, on va vous attraper un à un. Ça a commencé. On va vous attraper un à un et on va vous livrer. Les Allemands, regardez un pays qui est sérieux, je dis, dans ce problème, quoi. C'est-à-dire qui est clair dans sa politique. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il attrape les gens qui font des actions illégales, qui se comportent de manière inacceptable avec le Cameroun, donc qu'est-ce qu'il fait? Il est la patrie. Vous n'avez pas vu ça? Il est la patrie. De manière claire. Mais la France entretient un groupe de gens qu'on prétend être des révolutionnaires parce qu'on veut faire pression sur le président Biya. J'ai vécu ça en 90, on est là cité. Comme nous étions dans la rue en 90-90, j'ai dit ça ici. J'ai vécu ça. On vous utilise. Dès qu'on prend les contrats, dès qu'on obtient les contrats, on vous lâche. Et on donne les armes à l'État pour que l'État finisse avec vous. Donc,
on dit aussi que moi je n'entre pas. Il y a des débats que moi je ne ferai plus. D'accord. Que je ne ferai plus. On m'a interpellé sur 2 ou 3 choses. Oui. Alors on dit, mon ami Daniel, je crois, a fait le parallèle entre le président Biya et Noriega. Noriega, c'est le président de l'État de Panama, je crois, qui avait été déporté, enlevé par les Américains. Bon, moi je dis, mon cher Daniel, tous les scénarios sont sur la table en ce qui concerne le Cameroun. J'ai déjà expliqué ici l'importance géostratégique du Cameroun. J'ai expliqué ça ici. J'ai expliqué comment est-ce qu'on veut reconstituer le grand empire français. Mais cette fois-ci, c'est une alliance franco-américaine. L'Afrique équatoriale française, l'Afrique équatoriale occidentale et équatoriale française. J'ai expliqué ça ici, je n'ai pas revenu dessus. Donc, tous les scénarios sont sur la table. Mais Daniel, moi je veux te rassurer, je l'ai déjà dit ici. Aucune force au monde va déstabiliser le Cameroun. Je le répète encore ce soir. Aucune force au monde ne va déstabiliser le Cameroun. À un moment donné dans l'histoire, Manuel, parler ne sert plus à rien. Il faut qu'on s'affronte. Vous comprenez? Ouais. Comme les gens disent que la France est très forte, comme ils sont très forts, et quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, il y a plein d'exemples dans le monde ces derniers temps-ci, où ils perdent la guerre tous les jours, où ils échouent tous les jours. Eh bien, le peuple camerounais les attend. Nous sommes debout et nous prendrons nos responsabilités. Quand on dit que la France est un État fort, vous oubliez que la France est sous la tutelle de l'OTAN. Mon cher Sankara, c'est Sankara aussi. Oui. La France est sous la tutelle. C'est l'OTAN qui protège la France de l'Europe. Est-ce qu'il faut rappeler ça? Est-ce qu'il faut rappeler ça? Donc, si la France était très forte, elle ferait comme la Russie, par exemple. Elle ferait comme les Chinois, par exemple, c'est-à-dire qu'elle s'auto-protégerait. Mais elle-même, elle est sous protection de l'OTAN. Et elle sous-traite, n'est-ce pas, avec l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, les sales besognes, comme c'est qu'elle est en train de faire aujourd'hui au Cameroun. Merci une fois de plus, Président Bandakani. On va jouer sur le temps parce qu'il nous reste environ 15 minutes. On va donc rapidement aller du côté du standard, rapidement aussi pour les interventions. S'il vous plaît, soyez précis et concis pour revenir ensuite pour conclure. Je commence par... Allô? Madame Christelle, vous nous appelez de la Belgique. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Madame Manuela Siquet. Bonsoir à votre panéliste, Monsieur le Président Bandakani. Je suis très ravie d'intervenir sur le plateau. Je ne vais pas mettre du temps parce que je sais que nombreux sont en train de tenter d'intervenir. Je voulais juste redire mes condoléances à la famille du frère Jean-Arthur Aoumo et j'étais vraiment très peinée d'apprendre sa disparition. Concernant ce qui se passe en ce moment au Cameroun, ce qui m'a juste un petit peu peiné, un petit peu pincé le cœur, c'est le fait de voir que les jeunes sortent pour manifester au niveau de l'ambassade de France. C'est bien, mais pour les raisons du fait qu'on a touché à une institution de l'État qui est le chef de l'État. D'accord. Mais il fut une époque où nous demandions aux jeunes de descendre et sortir dans les rues pour manifester contre le franc CFA, de faire des sittings pacifiques devant l'ambassade de France, par exemple, pour rappeler le problème qu'il y a entre la relation de dominants au niveau du système CFA, du franc CFA, de la France vis-à-vis nos pays, nos 14 pays qui sont encore sous son emprise. Je trouve qu'il ne faudrait pas que les personnes qui veulent manifester contre la France, contre le système CFA, le franc CFA, le fassent que quand on touche au président Biya. C'est quelque chose qui aurait dû se faire même depuis longtemps. Tant mieux si ça commence à se faire maintenant, ok. Mais il faudrait maintenant que l'on puisse parler de stratégie et qu'on puisse inciter les populations à adopter des stratégies qui puissent vraiment marquer le coup dans la bataille économique, politique contre les puissances voraces qui sont vraiment en train de s'installer sous forme de multinationales et sous forme de différentes guerres économiques ou politiques. Parce que si on doit passer le temps à parler et dire Monsieur Macron ainsi, Monsieur... enfin, je veux dire, il faut vraiment entrer dans l'esprit de guerre et l'esprit de guerre veut que la guerre se fasse soit, oui, de façon silencieuse, mais avec des tactiques un petit peu plus structurées, plus organisées. S'il y a maintenant des manifestations qui sont autorisées, je dis autorisées parce que quelque part, il fut une époque où on voulait faire des manifestations anti-franc CFA, mais c'était tout le temps réprimé. Maintenant, c'est autorisé, je ne sais pas pourquoi, tant mieux aussi. Mais maintenant que c'est fait, il faut appeler aussi au boycott des intérêts économiques qui touchent à la France. Il y a Total, il y a Bolloré, oui,
On sait qu'il a déjà perdu le port de Douala. Et encore beaucoup d'autres choses. Il y a des marques qui touchent à la France, Castel, Orange, Bouygues, plein de choses, Canal+, etc. On appelle tout le temps au boycott de tous ces intérêts français. Et maintenant qu'on a parlé en mal du président Biya, on voit les gens qui descendent et qui disent qu'on ne touche pas au Cameroun. C'est une démarche intéressante, mais je trouve qu'elle est insuffisante. Et il faut aller jusqu'au bout des démarches. Et j'aimerais beaucoup passer par Afrique Média et par les nombreux palénistes pour leur demander de rappeler que s'il y a des stratégies à adopter et à encourager les populations à le faire, ça serait plutôt dans ce sens-là, et aussi demander à ce que les partenariats se fassent avec de vrais partenaires comme la Chine et la Russie si on a envie de contrer la France. Je ne pense pas que ça soit nécessaire que l'on rappelle à quel point on n'apprécie pas M. Macron, qu'on apprécie, enfin voilà, toute la sortie qui s'est passée au Salon de l'Agriculture, on a compris, c'est bien, oui, voilà, on sait ce qui s'est passé, mais je pense qu'il faudrait maintenant parler de stratégie, de comment faire pour vraiment contrer tout ça. Ça sera beaucoup plus utile pour les populations et pour que les gens s'organisent au mieux. Très très bonne soirée à tous. Au revoir, merci. Merci aussi à vous, madame. Merci beaucoup. Rapidement, donc on prend le dernier téléspectateur. Delphin, bonsoir. Merci bien, ma chère sœur Siké. Je vais essayer d'aller vite parce qu'effectivement, il ne reste pas beaucoup de temps. J'adresse mes salutations respectueuses et distinguées au président Bandakani, que je n'avais pas vu depuis un moment. Mais je l'apprécie beaucoup, même si je ne suis pas un Camerounais. Donc je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit. Il a développé vraiment des arguments qu'il fallait. Il y a des combats, effectivement, qui ne servent plus rien de mener. J'ajouterai juste de l'eau à son moulin en indiquant que le chef, soi-disant, des ONG qui étaient en train de bavarder en ce qui concerne la Syrie, a été assassiné l'année passée à Londres. Donc ces gens-là, ces tocards, soi-disant démocrates, ont toujours les mêmes méthodes. Quand ça commence à trop être visible, ils procèdent à ce qu'on appelle des assassinats stratégiques. Hollande en a parlé dans son livre. Et je sortirai en rappelant juste 2-3 faits. Je ne comprends pas l'intérêt que certains Africains, pour ma part que j'estime perdu et très peu documenté, continuent à accorder à des tocards comme François Fillon, Macron ou Sarkozy. Je rappelle, j'informe les Africains que M. François Fillon est présentement jugé pour corruption en France. Et cette même année, Sarkozy sera jugé pour les mêmes raisons. Donc quand j'entends des Africains accorder encore de l'intérêt à ce type de personnage, je suis désolé, je trouve que là il y a une forme d'incohérence. Je parle toujours du Burundi. Pour nous les Burundais, mon cher président, la France est une puissance sous-régionale, non pas planétaire. Parce qu'effectivement, si elle était une grande puissance véritable, elle prendrait des initiatives, je dirais, de manière unilatérale, comme le font les États-Unis, la Chine ou la Russie. Mais la France, c'est une petite puissance. Donc, fourbissez toutes vos armes, économiques, militaires, sociales, sociétales, et réglez une bonne fois pour toutes le compte de cette piètre petite France, soi-disant démocratique. Voilà, je vous restitue le micro et je reste attentif pour la suite des programmes. Bonne soirée à vous. On va sortir aussi, ce sera votre dernier mot. Peut-être, certainement, vous avez des réactions, mais peut-être aussi avec cette dernière interrogation sur, du moins, votre point de vue sur ce rapport. L'armée qui est donc accusée de complicité avec le peuple Mbororo de massacrer les populations dans la région anglophone, et peut-être un mot aussi sur les manifestations en soutien au président Paul Biya. Bon, tout à fait. Donc, oui. Si j'oublie, vous me rappelez. Oui. Donc, je suis d'accord avec Mme Christelle. Hein. Elle a dit de très bonnes choses. Quand c'est bon, on ne discute pas. Donc, je partage tout ce qu'elle a dit. Je veux le rappeler ici. Nous sommes dans une dynamique panafricaniste et nous avons dit que nous soutenons nos chefs d'État pour des raisons stratégiques. Tout à fait. Nous soutenons les présidents. Ça ne veut pas dire que si nous on est à leur place, on fera comme eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nos références. Elle est assez fatiguée, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, Mme Christelle a raison. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes terribles qui pèsent sur les chefs d'État africains, surtout du précaré français, qui les obligent à manœuvrer. Et souvent, on ne peut pas comprendre leurs actes, mais quand on a de la profondeur historique, on comprend. Et on met sur pied une dynamique pour accompagner tout ça, pour atteindre les objectifs. Maintenant, c'est comme ça que nous avons conduit la bataille sur le franc CFA. Et sur les partenaires de Russie. Voilà l'écho. Et je l'avais dit ici. Le jeu a liquidé le coût. Donc, le projet, et c'est pas encore, c'est pas le cas que
décret a été signé à Abidjan. Quand j'avais dit ici que M. Ouattara parlait à son nom, des fois les gens ont appelé pour dire que non, j'exagérais. Qu'est-ce que le Niger est en train de dire ces temps-ci? Donc je dis merci à mon ami Delphin, je partage le même point de vue que lui. L'exemple burundais, c'est un exemple qui fait école. L'exemple qui fait école, lorsqu'il y a... et il ne faut pas oublier la dimension historique, parce que le Burundi, historiquement, n'était pas lié à la France, comme les pays du précaré sont liés à la France. Parce que la France, les serre au cœur à corps, elle a pénétré le corps, l'intérieur des États du précaré français, au point où vraiment, elle s'y est installée. Donc, estimer, n'est-ce pas, une telle pénétration, ce n'est pas facile. Maintenant, pour revenir à ce que vous appelez le rapport de Human Rights Watch, Manuel Asike. Parlons simple et bref. Qu'est-ce que Human Rights disait en Côte d'Ivoire? C'est parce que la base de leur rapport qu'on a dit que Gbagbo a commis des crimes contre l'humanité. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas les patrons de Human Rights qui ont dit que Gbagbo est innocent. Et vous accordez encore l'importance à des chiffons comme ça. Mais Human Rights, c'est quoi? On a déjà expliqué, je suis fatigué. On a là, c'est que ils marchent toujours ensemble. Alors nous parlons. Ce rapport, on vous dit, ils ont dit qu'ils ont des images satellitaires. Ils ont dit qu'ils ont des images satellitaires. Oui, tout à fait, oui. Donc, ça veut donc dire quoi? Oui. Ça veut donc dire que ils ont les images satellitaires pour le massacre de Gbagbo, mais ils n'ont pas les images satellitaires sur le massacre de Mbororo. C'est-à-dire quand on massacre les Mbororo, les Amazoniens, où est Human Rights Watch avec ces satellites? Ces satellites ne voient pas tout. On est en train de vous dire que on a les images de tout le terrorisme qui se passe dans nos pays. Mais les mêmes gens le font, ils les protègent. C'est-à-dire que si on vous dit qu'on a les images satellitaires, ça veut dire que ils sont capables et ils ont les moyens, ils voient tous les actes terroristes qui sont perpétués. À l'heure actuelle, ils ont les images de tout ce qui nuise le Burkina Faso, au Sahel. Pourquoi ils ne les arrêtent pas? Pourquoi ils ne les traduisent pas devant un tribunal? C'est du chantage. Je vous ai dit que la seule raison est claire. On les a pris la main dans le sac. On a pris la main dans le sac et M. Macron a peur qu'on remonte jusqu'à lui. Souvenez-vous de l'affaire Benalla. Oui. Qu'est-ce qu'il y a avec les Africains? Benalla, c'est quoi? Benalla, c'était un agent privé de M. Macron, mais qui avait des pouvoirs supérieurs aux forces de l'ordre officielles de la France, au point où il se substituait aux agents de police française. Ce pouvoir venait d'où? Je n'ai pas entré dans certains détails, des liens qu'il y a entre M. Benalla et M. Macron. Je n'ai pas lu sur les liens privés. Oui. Donc vous voyez très bien que on veut effacer les traces. Je vous dis que c'est la même chose qui s'est passée à Boko Haram. On était en train d'attraper la France, même dans le sac de livraison d'armes aux terroristes amazoniens, à leur groupe là qui, à leur Amazonie qui veulent créer là, à eux, Amazoniens à eux. Comme ils ont fait Boko Haram. Boko Haram est au Nigeria, les Français l'ont transporté au Cameroun et ont créé le Boko Haram pour nuire le Cameroun. On a fait la même chose. Je parle à mon vision, il sait de quoi je parle. Donc, pour brouiller les pistes, on effraie le Cameroun. On fait pression. Pourquoi? Parce que si ça remonte à les langues, si les gars parlent, ce monsieur qui est l'activiste là français là, il connaît beaucoup de choses, Manuel Asike. Quand quelqu'un vous dit, à mon vous dit un président, je vous ai écrit, vous m'avez répondu, c'est un message codé. Ils se comprennent. Autrement dit, vous me lâchez, je veux parler. Il y a beaucoup de choses qu'on veut cacher. Tous ces réseaux de la base là qui opèrent en France, ils ont des informations. S'ils parlent, ça peut nuire. Mais c'est Macron monte au créneau pour brouiller les pistes et construire la relation qu'il a avec ce réseau informel qui travaille contre le Cameroun. C'est de cela qu'il s'agit, Madame Manuel Asike. Ouais. Il n'y a pas une autre raison. Mais les Barbosa finissent très mal. Monsieur Delphin vient de vous dire, ce qu'on a fait au gars qui dirigeait l'organisation syrienne de développement. Vous vous souvenez? Il pondait des rapports manuels chaque année, comme Maman. Et ces rapports servaient de référence aux Français, aux Européens. Pourquoi on le tue maintenant? Pourquoi on le tue? C'est pour qu'il ne parle pas. Il connaît beaucoup de choses. Et ceux que l'on tue ne sont pas loin. Ce sont les mêmes patrons. Donc, pour dire donc, moi je n'accorde aucune importance au rapport du Human Rights Watch. Je ne perds pas le temps là-dessus. Maintenant, pour les manifestations. Manifestations, oui, on sort de là. On sort avec ça. Mais, on est Asike. Votre activiste là, le demande d'autorisation à qui pour aller se mettre devant Macron. Ça ne peut pas être organisé par la France. C'est M. Macron qui a organisé la rencontre entre lui et M. le terroriste, M. l'activiste. Sachant très bien qui est ce monsieur, comme je vous ai dit, vous ne vous mettez pas devant un président français comme vous voulez. Il y a des sécurités, il y a le protocole. Ça veut dire que
La rencontre entre M. Macron et ce type est organisée, tout le monde le sait. Pourquoi ça gêne les gens? Supposons même que les manifestations devant l'ambassade de France sont organisées par l'État. Ouais. C'est un crime. La France a fait pareil. Quand il y a eu un attentat en France, les Français sont sortis, qui ont organisé la manifestation? C'était pas l'État français. C'était spontané, oui, en tout cas. C'était l'État français, et ils ont dit que c'est spontané. Oui, c'est officiellement, tout à fait. Donc, moi, je dis, les jeunes Camerounais qui sont levés par les manifestations devant l'ambassade de France ont mon soutien total. Total. Mais comme Mme Christelle a dit, ça ne suffit pas. Oui. L'heure est arrivée. Et je l'ai toujours dit que pour les Camerounais et leurs dirigeants, vous ne ferez pas l'impasse sur l'affrontement qui s'impose entre le Cameroun et la France. Cette histoire où on dit relations diplomatiques entre les pays amis, liens historiques, c'est l'hypocrisie. C'est toujours attrapé par la réalité. La réalité est là, Manuela Sike. Le combat que les Oumiobo ont commencé, les Moumiens, les Wandje et nos héros qui nous ont précédés, ce combat-là est devant nous. Il faudrait qu'on le reprenne et qu'on le parachève. Moi, je suis très optimiste pour le Cameroun. Aucune force au monde ne va déstabiliser le Cameroun. Même le président Biya, s'il voudrait le faire, il va échouer. Je l'ai dit il y a 10 ans. Je le dis encore aujourd'hui. Ce n'est pas les agitations d'un monsieur que vous appelez président français qui vont changer la donne. Voilà, et c'est donc avec ces propos qu'on va mettre également un terme à cette autre édition d'appel sur le continent, sur Afrique Média. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Président, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir d'avoir été avec Manuela et je serai là pour accompagner mon frère, le combat Roumou, à sa lignée demain. Merci. Sortie malhonnête, irresponsable et audacieuse du chef de l'État français en la personne de M. Macron. Je l'appelle M. Macron parce que les Africains ont une éducation ancestrale qui demande de rester sur autrui, parce qu'il n'a pas utilisé le mot monsieur à notre chef d'État, son excellence Paul-Biya. Macron est immature, d'une immaturité intellectuelle, conjugale et administrative. Immaturité intellectuelle. Macron donne l'occasion aux Africains, qui ne sont que les apprentis de langue française, de leur renvoyer à l'Académie française pour apprendre ce que veut dire l'indépendance d'une nation et la souveraineté d'une nation, le respect étatique et le respect d'un chef d'État qui a été élu avec félicitations de M. Macron. Une stupidité et une immoralité conjugale. Qu'attendez-vous d'un président qui ne saurait goûter la douleur d'enfantement? Que lors de l'une de ses interventions pour l'Afrique, il dit que la pauvreté africaine provient de la popularité. Vous ne voyez pas qu'il est très immature? Vous allez attendre quoi d'un président immature qui déteste l'humanité, qui a fait tout et tout pour épouser une femme ne pouvant lui donner aucun enfant? Une femme qui a l'âge de sa grand-mère. Il veut donner la leçon de morale à un président démocratiquement élu. Un président qui a du respect des 30 millions d'habitants. Macron n'accepte pas que les Africains te renvoient à l'Académie française pour étudier la signification du mot souveraineté d'un État, souveraineté d'une nation, l'indépendance du Cameroun depuis 1960. De quel droit, devant le public, tu oses dire prochainement, la semaine prochaine, j'appelle Paul-Biya? Paul-Biya, c'est ton fils? Ou c'est ton ministre? Mais nous sommes un État souverain. La bavure que vous êtes en train de commettre dans le monde, n'osez pas pour le Cameroun. Ça sera la décadence de la France. Ce que vous avez fait à la Libye, vous avez tué colonel Kadhafi, ton prédécesseur a tué colonel Kadhafi, dans le but de mettre la démocratie. Où est cette démocratie immorale? Une intellectualité immorale et une immoralité conjugale. Monsieur Macron, il faut cesser de manquer de respect aux présidents africains et à des États africains. En tant qu'autorité morale, nous ne te le permettrons plus jamais. Nous demandons à Dieu de faire en sorte que tu rates les prochaines élections. Ceci est un droit du peuple camerounais de demander à Dieu d'enlever quelqu'un de si bavu, de si immoral, de si immature à la tête d'une nation comme la France, qui a traité de bonnes relations avec le peuple camerounais depuis près de 100 ans. Merci beaucoup, Serge.
Une marée humaine ont pris d'assaut l'ambassade de France ce lundi 24 février 2020. Le corridor sécuritaire est planté. Les images en témoignent. La masse populaire de ces Camerounais qui sont venus dire non aux propos tenus par le président Macron vis-à-vis du président, son Excellence Paul Biya, président du Cameroun. Notre ambassade a été saccagée à Paris. Moi, j'ai failli être brûlé devant l'ambassade de Paris par le MSC Basse de Canto. Macron n'a rien dit jusqu'aujourd'hui. Et quand je vois nos forces armées protéger l'ambassade, je me dis voilà un État souverain démocratique qui aimerait voir la paix dans le monde entier. Donc Macron recule avec ses intentions diaboliques sur le I was very shocked when I had to listen to what he said concerning a great country like Cameroon. He humiliated this country, and what we need, and we are here today for him to ask for forgiveness, not only to the president of the republic but to the entire nation. What he said was not good. He insulted a great nation like Cameroon, and we want him to ask for forgiveness. That's why the students of the University of Yaoundé Tissoua are here to avoir de manière réciproque dans le respect des intérêts. Le mot de passe, c'est Jean-Claude national et demande au président Macron de présenter des excuses officielles au peuple camerounais. Notre chef d'État a été élu par la majorité des Camerounais et nous voulons que les décisions qu'il a à prendre viennent personnellement de lui parce qu'il représente tout un peuple. Nous ne sommes pas contents car Macron par ce geste interprète africain de mépriser les aînés. Alors, nous disons une chose claire à Macron, aujourd'hui nous sommes dans leur ambassade, nous sommes en paix, on ne casse rien, on ne viole rien. Mais contrairement à eux, chez lui en France, ils sont arrivés, ils ont cassé. Le gouvernement français n'a fait aucun communiqué pour dire non. Alors nous donnons là une leçon aux Français. Et si ça continue ainsi, nous sommes aussi prêts à prendre nos discussions. Alors nous exigeons juste les excuses publiques et formelles pour que l'ordre revienne à l'Afrique et au Cameroun. Nous pensons quand même que l'élégance aurait voulu que la France respecte le Cameroun. Et nous sommes venus manifester. Nous exigeons le respect de la France en attendant encore que le président Macron puisse appeler le président Biya. C'est en ce moment que nous partirons aussi d'ici. Parce qu'il nous semble qu'il dit qu'il appelle seulement au téléphone. Nous attendons également qu'il appelle au téléphone pour donner mission partir d'ici. Les Camerounais sont fâchés. Ils sont fâchés et ils demandent au président Macron de transmettre ses excuses au président Paul Biya. Au Cameroun, le public continue de manifester sa colère. Il faut dire avec emphase que les déclarations récentes d'Emmanuel Macron viennent remettre sur la table le dossier sur le parachèvement de l'indépendance totale du Cameroun. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.